Ma femme a dit, ma famille passera toujours en premier. Toi, tu es second. J'ai répondu, bon à savoir. Et à partir de ce moment, je me suis mis moi-même en premier dans ma vie. Finances séparées, projets séparés, avenir séparé. Quand l'urgence familiale a surgi et qu'elle s'attendait à ce que je paie. Moi, un homme de 35 ans, j'aurais dû le voir venir. Mais quand on est au cœur d'une relation, on met du temps à s'en rendre compte. On invente des excuses, on jure que les choses vont s'améliorer, on croit qu'on exagère. Ma femme et moi, 33 ans, sommes mariés depuis 5 ans. Sa famille a toujours été présente, beaucoup trop présente. Le genre de présence où sa mère a une clé de notre maison et l'utilise quand elle veut, où son frère traite notre garage comme son débarras personnel, où les dîners de famille ne sont pas une invitation, mais une obligation. Au début, je trouvais même mignon d'avoir une famille nombreuse, soudée, toujours proche. Il m'a fallu 1 an pour comprendre que, toujours proche, signifiait, toujours prête à nous prendre quelque chose. Son frère a eu besoin de 3 000 € pour une affaire immanquable qui n'a jamais abouti. Sa sœur a eu besoin d'aide pour le loyer, juste cette fois-ci, qui s'est transformée en 4 mois. Ses parents avaient besoin d'un nouveau climatiseur et, d'une manière ou d'une autre, c'est devenu notre responsabilité. C'était toujours une urgence, toujours un drame, toujours mon portefeuille qui s'ouvrait. Quand j'essayais de mettre des limites, c'était toujours le même discours, mais c'est la famille. Comme si ça justifiait tout. Comme si les liens du sang donnaient un accès illimité à notre argent. Mais ce n'est pas de ça dont je suis venu parler, c'est de mon voyage d'anniversaire. Nous avions planifié un séjour sur la côte pendant des mois. Hôtel réservé, tout payé, congés obtenus. J'étais vraiment impatient. C'est alors que sa mère a appelé, ton frère a besoin d'un cosignataire pour un prêt, 8 000 €. Ma femme était dans la cuisine, je faisais du café. Je l'entends simplement dire, comme si de rien n'était, bien sûr, on l'aide. Je vais annuler notre voyage. Elle n'a même pas demandé, n'a même pas réfléchi, elle a juste décidé. Doucement là, ai-je dit. On n'annule rien. Elle a mis sa main sur le combiné et a répondu, mon frère a besoin de nous. Ton frère a besoin de quelqu'un pour cosigner un prêt qu'il ne remboursera pas. Ce n'est pas notre problème. C'est là que c'est arrivé, cette expression, ce regard que j'avais déjà vu avant, mais que j'avais toujours ignoré. Un choc total parce que j'osais remettre en question une décision de la famille. Nous allons l'aider. Le voyage peut attendre. Quand j'ai dit non, elle a semblé vraiment surprise. Qu'est-ce que tu veux dire par non? Je veux dire que nous n'allons rien annuler et nous n'allons rien cosigner. J'en ai marre de financer les erreurs de ta famille. Elle a dit à sa mère qu'elle rappellerait et a raccroché. Puis elle s'est tournée vers moi comme si je venais d'avouer que j'allais m'installer sur Mars. Pourquoi tu es comme ça? C'est mon frère. Et je suis ton mari, ce qui apparemment ne signifie rien. Ce n'est pas juste. Juste? Ce qui n'est pas juste, c'est que je sois un distributeur automatique pour des gens qui n'ont jamais rendu un centime. Ce n'est pas juste d'annuler nos projets chaque fois qu'un membre de ta famille claque des doigts. Et c'est laquelle a dit, ma famille passera toujours en premier, toi en second. Tu l'as toujours su. Le silence qui a suivi semblait aspirer tout l'air de la pièce. Répète, ai-je demandé. Calme. Ma famille passe en premier. Toi en second. C'est la réalité. La famille, c'est pour toujours. Mais elle n'a même pas eu besoin de finir. Bon à savoir, ai-je répondu. Alors tu as compris? On l'aide? Non, mais merci pour ta clarté. J'ai quitté la cuisine. Elle m'a suivi. Où vas-tu? Faire mes valises pour mon voyage d'anniversaire. Toi, tu restes ici, tu aides ta famille. Moi, je pars. Tu ne peux pas y aller sans moi. Je peux et je vais le faire. Tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. Elle a tout essayé, le discours sur la famille, la loyauté, mon égoïsme, mais j'ai continué à faire ma valise. Je suis parti en voyage seul. J'ai invité un ami à venir. Je me suis beaucoup amusé. J'ai posté des photos. Elle m'a appelé une quinzaine de fois, je n'ai répondu à aucune. Quand je suis rentré, j'ai pris quelques décisions. J'ai commencé à tout séparer. Nous avions toujours eu des comptes séparés, mais je payais 70% des dépenses. Parce que je gagne plus,
et parce que son argent était toujours aspiré par les « urgences » familiales. J'ai créé un nouveau compte, j'ai changé mon virement direct, j'ai pris la calculatrice et j'ai défini exactement 50% pour chaque dépense. Hypothèque, électricité, internet, courses, tout. Et c'est tout ce que je paierai désormais. Pas un centime de plus. Elle s'en est rapidement rendue compte quand sa carte n'a pas fonctionné. La carte sur laquelle elle était utilisatrice autorisée, celle utilisée pour payer les incendies perpétuels de sa famille. Elle est entrée dans mon bureau, furieuse. Ma carte ne fonctionne pas. Exact. Je l'ai annulée. Tu ne pouvais pas annuler ma carte. Ce n'était pas ta carte. C'était la mienne. Tu l'utilisais juste. Tu ne l'utilises plus. Son visage est devenu rouge. Et comment je vais payer les choses? Avec ton argent, comme n'importe quel adulte. C'est de la folie. Nous sommes mariés. Et selon toi, je suis le second choix. Alors, j'ai décidé de traiter ce mariage de cette façon. Tu t'occupes de tes priorités. Je m'occupe des miennes. Elle a tenté de faire appel au sentiment, à l'amour, au partenariat, au mariage. J'ai juste ri. Partenariat? Tu m'as littéralement dit que je venais après ta famille. Il n'y a pas de partenariat ici. Il y a toi, ta famille. Et tout au bout de la liste, moi. Alors maintenant, je me mets en premier. C'est juste, non? Tu es en train de me punir, a-t-elle dit. Non, je m'aligne simplement sur ton énergie. Elle est partie chez ses parents et est revenue quelques jours plus tard, pensant probablement que j'aurais calmé ou présenté des excuses. Mais au lieu de cela, j'avais transformé la chambre d'amis en mon bureau. Ses affaires de loisirs créatifs étaient toutes rangées dans des cartons dans le garage. Que as-tu fait de ma pièce? Je l'ai transformée en bureau. J'avais besoin d'un espace à moi. C'était ma pièce. Vraiment? Je paie la moitié de l'hypothèque. Cette maison est aussi à moi. Et maintenant, j'utilise mon espace. Après ça, nous avons à peine communiqué. J'ai commencé à vivre ma vie. Je me suis inscrit à un cours de menuiserie. J'ai rejoint une équipe de softball. J'ai commencé à faire des projets sans consulter personne. Quand elle me demandait où j'allais, je répondais simplement « dehors ». Les dîners obligatoires en famille le dimanche? J'ai arrêté d'y aller. Chaque semaine, elle demandait si j'irais. Non. Pourquoi? J'ai des projets. Quels projets? Des projets. Cela la rendait folle. Elle était habituée à l'ancien moi, toujours disponible, toujours souriant, toujours payant. Maintenant, je ne l'étais plus. La tension a duré un moment, jusqu'à ce que la vraie urgence arrive. Son frère. Il s'est avéré qu'il était impliqué dans des jeux d'argent illégaux. Pas des petits paris entre amis, non. Du jeu lourd. Il devait 35 000 € à des personnes dangereuses. Ma femme est rentrée à la maison en larmes, avec toute sa famille à ses trousses. Parents, sœurs, et le frère qui avait l'air d'avoir passé un mauvais quart d'heure. Nous avons besoin de votre aide, a dit son père, sans même saluer. De quoi, ai-je demandé. Mon fils doit de l'argent à des gens dangereux. Il nous faut 35 000 d'ici la fin de la semaine. Je les ai regardés, debout dans mon salon. La mère en larmes, la sœur désespérée, le frère incapable de lever les yeux. Compliqué, ai-je commenté. Son père a serré la mâchoire. Nous avons besoin que vous nous aidiez. Et pourquoi je ferais ça? Le silence était si lourd qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Parce que c'est la famille, a crié sa mère. Il est votre famille. Pas la mienne. Pour autant que je sache, je ne fais même pas partie de cette famille, vous vous souvenez? Ma femme a agrippé mon bras. S'il te plaît, il pourrait lui faire du mal. Il aurait dû y penser avant de parier 35 000 € qu'il n'avait pas. Le frère a finalement parlé, mec, ces gars sont sérieux. Ma vie est en danger. Alors vends ton pick-up, ai-je répondu. Il vaut bien 15 000 €, non? Vends-le. J'ai besoin du mien pour mon travail. Et j'ai besoin de mon argent pour mes priorités. Choix et conséquences. Son père a fait un pas en avant. Quel genre d'homme abandonne sa famille dans une crise? Le genre qui a été relégué en seconde position. Le genre qui a passé 5 ans à être traité comme un distributeur automatique.
Ce genre d'homme. Nous t'avons accueilli, a-t-il dit. Nous t'avons traité comme un fils. J'ai ri sur le coup. Vous m'avez traité comme une banque. Il y a une énorme différence. Sa mère s'est mise à pleurer encore plus fort. S'il te plaît, nous te supplions. Il pourrait être gravement blessé. Alors vous auriez dû mieux l'élever. Le visage de ma femme a blêmi. Comment peux-tu être aussi froid? Facile. J'ai appris en vous observant. Vous voulez parler de manque de cœur? J'ai passé 5 ans à entendre, directement ou indirectement, que je n'avais pas d'importance. Que je n'étais utile que tant que j'étais utile. Eh bien, maintenant, je ne le suis plus. Je vais divorcer, a murmuré ma femme. Si tu ne les aides pas, je te quitte. D'accord. Elle a cligné des yeux. Quoi? Vas-y. Tu me sauves la peine de déposer la demande moi-même. C'est à ce moment-là que sa sœur a perdu le contrôle. Elle a commencé à me crier toutes les insultes possibles. Sa mère s'y est mise aussi. Son père avait l'air sur le point de me sauter dessus. Dehors de ma maison, ai-je dit calmement. Tous? Dehors. Maintenant. C'est aussi sa maison, a crié la sœur. Non. Le nom sur l'acte de propriété est le mien. Ma maison. Maintenant, sortez, ou j'appelle la police. Ils sont partis, entraînant ma femme en larmes avec eux. Elle n'est pas revenue cette nuit-là, ni la suivante. J'ai appris par un ami commun qu'ils avaient réussi à rassembler environ 20 000 €. Ses parents ont contracté un prêt sur leur maison. La sœur a engagé son alliance de mariage. Le frère a vendu son pick-up. Il manquait encore 15 000 €. Les prêteurs ont accordé un délai supplémentaire, et ont commencé à facturer des intérêts. Et, bien sûr, ils ont décidé que tout cela était de ma faute. Mise à jour 1. Le harcèlement a commencé presque immédiatement. Son père est apparu sur mon lieu de travail. Je ne sais pas comment il a passé la réception. Il a commencé à crier devant mes collègues, disant que j'avais abandonné la famille, que j'étais un lâche, remettant en cause ma masculinité. La sécurité a dû le traîner dehors. Il est parti en hurlant que j'allais le regretter, que la vie allait me punir. Mon patron m'a convoqué ensuite. Qu'est-ce que c'était que ça? J'ai tout expliqué. Les jeux illégaux, l'argent, le divorce. Bon sang? Il a dit. Écoute, je comprends, mais ça ne peut plus se reproduire ici. J'ai compris. Je vais m'en occuper. Mais m'occuper d'eux s'est avéré plus difficile que prévu. Sa mère a lancé une campagne téléphonique. Elle a appelé toute ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, mes oncles, mes tantes, des cousins avec qui je n'avais pas parlé depuis des années. Elle leur a raconté à tous que je n'avais pas de cœur, que j'avais abandonné ma femme, que j'avais refusé d'aider dans un moment critique. Ma mère m'a appelé. Elle dit que tu as refusé d'aider lors d'une urgence. Elle dit que je n'ai pas voulu donner 35 000 € à son frère pour payer des dettes de jeu, ai-je répondu. Long silence. Ah, c'est différent. Tu as bien fait, mon fils. Ne les laisse pas t'intimider. La plupart de ma famille m'a soutenu après avoir connu toute l'histoire, mais les proches de mon ex ont continué à escalader. Ils ont rayé ma voiture. Une rayure profonde, délibérée, sur toute la longueur de la carrosserie. Je suis presque sûr que c'était son frère, mais sans preuve. J'ai quand même porté plainte. Dégâts, 800 €. Ensuite, sa sœur est venue à mon match de softball. Elle a attendu la fin et m'a coincé sur le parking. Tu sais qu'il s'est encore fait tabasser, hein? 2 côtes cassées. C'est de ta faute. C'est de sa faute d'avoir joué. Tu aurais pu l'éviter. Il aurait pu l'éviter en n'étant pas idiot. Tu es un sociopathe. Et toi, tu soutiens un joueur compulsif. À chacun ses choix. Elle a lâché quelques insultes de plus et est partie. Mais le coup le plus bas est venu au travail. Quelqu'un a fait un signalement anonyme aux ressources humaines, affirmant que je faisais des commentaires menaçants envers des membres de ma famille et que j'avais un comportement instable. Les RH m'ont convoqué, une autre manager cette fois. Elle avait l'air mal à l'aise. Nous avons reçu un signalement. De qui? Anonyme. Mais ils prétendent que vous êtes agressif, que vous tenez des propos inquiétants sur le fait de faire du mal à des membres de votre famille. Je l'ai juste regardé.
C'est entièrement inventé. Nous devons enquêter sur toutes les allégations. J'ai dû écrire une déclaration expliquant tout le divorce, le harcèlement de sa famille, absolument tout. Humiliant. Ça doit cesser, a dit mon patron ensuite. Je comprends votre situation, mais si sa famille continue d'impliquer le travail, nous aurons un problème. Je m'en occupe. À partir de là, j'ai tout documenté. Chaque appel, chaque message, chaque incident. J'ai constitué un dossier complet. Finalement, ma femme m'a appelé. C'était la première fois que nous parlions depuis cette nuit. Nous devons parler. De quoi? De nous. De réparer tout ça. Il n'y a rien à réparer. Tu as fait ton choix, j'ai fait le mien. C'est fini. Tu ne penses pas que je mérite au moins une conversation? Tu m'as dit que j'étais second et tu t'attendais à ce que je finance éternellement les crises de ta famille. La conversation importante, nous l'avons déjà eue. Je ne le pensais pas comme ça. Si. Et c'est ok. Mais tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ta famille passe en premier? Très bien. Qu'ils te soutiennent pendant le divorce, alors. Elle s'est mise à pleurer. S'il te plaît, pouvons-nous parler en personne? Juste nous deux. Contre mon bon sens, j'ai accepté de prendre un café avec elle. Grosse erreur. Elle est arrivée avec sa mère en embuscade. Sa mère a commencé immédiatement. Tu dois arrêter cette obstination et nous aider. Je m'en vais. Je me suis levé. Ma femme a attrapé ma main. S'il te plaît, écoute juste. Je suis venu pour parler avec toi, pas pour tomber dans un piège tendu par ta mère. Elle est venue parce que tu n'écoutes pas la raison. La raison? Ton frère a joué 35 000 €. Ta famille a contracté des prêts qu'elle ne peut pas rembourser pour couvrir sa connerie. Et d'une certaine manière, c'est moi qui suis déraisonnable de ne pas sauter dans ce trou avec vous? Le visage de sa mère est devenu écarlate. Il a fait une erreur. Il a fait une série entière de choix idiots. Ce n'est pas mon problème. Nous t'avons accueilli, a-t-elle hurlé. Nous t'avons nourri à notre table. Nous t'avons accepté comme famille. Vous m'avez utilisé. C'est différent. Je suis parti sur le champ. Je les ai bloqués toutes les deux. Une semaine plus tard, les papiers du divorce sont arrivés, avec des demandes totalement démentes. Elle voulait la moitié de la maison. Ok, normal. La moitié de ma retraite. D'accord, ça fait partie du jeu. Mais elle voulait aussi que je paie ses frais d'avocat, parce que le divorce était causé par mon abandon financier, et en plus, une indemnité pour souffrance émotionnelle. Mon avocate a littéralement ri en lisant ça. Ils ne peuvent pas être sérieux. Ils le sont. Contre-attaquons. C'est absurde. Et le va-et-vient a commencé. Son avocat a essayé de jouer dur. Mon avocate a démonté chaque argument avec des chiffres. Pendant ce temps, la situation de sa famille empirait. J'ai appris que ses parents risquaient de perdre leur maison. Le prêt qu'ils avaient contracté avait une énorme traite finale, impossible à couvrir. Son frère a disparu, pour de vrai. On dit qu'il a quitté l'État parce que les créanciers ne plaisantaient pas. Sa sœur voyait son mariage s'effondrer parce qu'elle avait engagé son alliance et que son mari était furieux. Et tout cela retombait sur les épaules de mon ex. Elle a essayé de m'envoyer un message depuis le téléphone de sa sœur, puisque je l'avais bloqué. Tu es content maintenant? Mes parents perdent tout. Mon frère a disparu. Ma sœur divorce. Tout ça parce que tu n'as pas aidé. J'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à mon avocate. Je n'ai même pas répondu. Que aurais-je pu dire? Mise à jour 2. Le jour du tribunal est arrivé. Elle est apparue avec tout un groupe derrière elle, ses parents, sa sœur, même des cousins que je reconnaissais à peine. Comme si le nombre allait m'impressionner. Son avocat avait l'air victorieux. Il avait préparé toute une présentation sur la façon dont j'avais isolé et abusé financièrement ma femme. Mon avocate a ouvert son ordinateur portable, a pris une profonde inspiration et a commencé par les bases, une feuille de calcul complète, 5 ans des urgences familiales que j'avais financées seul. Chaque prêt, chaque sauvetage, chaque crise. Le total dépassait les 40 000 €. Pas un centime remboursé. Mon avocate a montré que j'avais payé 70% des dépenses du ménage,
même si nous travaillions tous les deux. Elle a montré les relevés de carte de crédit. Rien que le mois précédant la révocation de son accès, il y avait eu 3 000 € de retrait des « urgences », tout envoyé à sa famille. Puis sont venus les messages, des années de conversation, nos projets annulés parce que « ma famille a besoin de moi ». Et bien sûr, cette conversation où elle avait dit « écoute, ma famille passe en premier, toi en second ». La juge a haussé les sourcils instantanément. Son avocat a tenté de contourner le problème. Ma cliente était dans une situation émotionnellement impossible, devant choisir entre son mari et sa famille. Personne ne l'a forcée à choisir, a contre-attaqué mon avocate. Elle a fait ce choix elle-même, par écrit, et mon client a simplement respecté la priorité qu'elle avait elle-même définie. Sa mère n'a pas pu se contenir, elle s'est mise à sangloter bruyamment au fond de la salle. Il nous a abandonnés quand nous avions le plus besoin de lui. La juge a levé les yeux. Madame, vous n'êtes pas partie à cette procédure. Si vous continuez, je devrais vous faire expulser. Elle est restée silencieuse quelques minutes. Son avocat a tenté une autre approche. Il a argué que je devais payer ses frais d'avocat parce que j'avais causé le divorce en retirant mon soutien financier. Elle a demandé le divorce, a corrigé mon avocate. Seulement parce qu'il a rendu le mariage insupportable. Insupportable en établissant des limites financières raisonnables après avoir été informé qu'il était la priorité numéro 2. Ce n'est pas de l'abandon, c'est de l'autopréservation. La juge a soupiré, visiblement fatiguée. Maître, à moins que vous n'ayez des preuves d'abus réels ou d'activités illégales, ce tribunal ne s'intéresse pas au drame conjugal. Avez-vous de telles preuves? Son avocat a bredouillé, eh bien, il y a eu le retrait soudain du soutien financier. Il a cessé de financer les erreurs de sa famille avec son propre salaire, a enchaîné mon avocate. Ce n'est pas de l'abus, c'est une limite. Argument suivant. La juge a ordonné, suivant. Ils ont tenté de demander une pension. Ils ont dit qu'elle était économiquement dépendante. La juge a examiné ses revenus, a vu où était passé mon argent à sa famille, pas à elle et a coupé court. Le tribunal détermine que les deux parties sont pleinement capables de subvenir à leurs besoins. Demande de pension rejetée. Décision finale, vente de la maison, division 50-50e. Retraite partagée conformément à la loi. Chacun paie ses propres honoraires d'avocat. Pas de pension. Pas de contact. Son avocat a tenté un dernier discours, mais la juge clôturait déjà l'affaire. À la sortie, son père a encore essayé. Tu vas vraiment laisser notre famille tout perdre? Nous allons nous retrouver sans maison. Vous avez contracté des prêts que vous ne pouviez pas rembourser pour couvrir des dettes de jeu. C'est votre problème. Nous t'avons accueilli, a-t-il hurlé. Comme un portefeuille sur pattes. Je sais. Bonne chance avec la saisie immobilière. Son frère est apparu de nulle part, il avait dû revenir en secret pour l'audience. Il est venu directement sur moi. Tu te crois meilleur que nous? Je me crois plus malin que toi. Il m'a poussé. Mon avocate s'est immédiatement interposée et a sorti son téléphone. Si vous le touchez encore, nous déposerons plainte. La sécurité est arrivée en quelques secondes. Ils l'ont traîné dehors tandis qu'il hurlait des menaces en l'air, disant que j'allais payer, qu'un jour la facture arriverait. Mon ex était là, immobile, en larmes, serré dans les bras de sa mère. Sa sœur parlait au téléphone, probablement en train de chercher où loger, ses parents étant sur le point de perdre leur maison. Je suis parti tandis que son père hurlait au karma. La maison a été vendue en moins d'un mois marché porteur. Nous avons obtenu le prix demandé. Après le remboursement du prêt, il restait environ 85 000 € pour chacun. Elle avait besoin de cet argent de toute urgence, la saisie de la maison des parents était déjà en cours. J'ai placé ma part sur un compte et j'ai commencé à chercher un appartement. Puis, les nouvelles ont commencé à filtrer. Ses parents ont perdu la maison et ont emménagé chez la sœur. Le mariage de la sœur n'a pas survécu, son mari a demandé le divorce. Son frère a disparu pour de bon, on dit qu'il a fui l'État à cause des dettes. Mon ex travaille 2 jobs pour survivre. Tout l'argent de sa part de la vente est parti dans une tentative désespérée de sauver ses parents. Elle vit maintenant dans un studio, épuisée, ruinée. Et le plus cruel, sa famille lui parle à peine. Il lui reproche de m'avoir laissé partir et d'avoir détruit leur source de financement. L'ironie, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai acheté un appartement en centre-ville.
2 chambres, grand balcon, cuisine moderne. Tout est à moi. Aucun compromis. Plus de meubles hideux de sa mère, plus de photos de famille que je feignais d'apprécier. Je vois quelqu'un de nouveau. Elle est enseignante. Elle a sa propre vie, son propre argent, ses propres limites. Quand elle parle de sa famille, c'est normal, sain. Personne ne réclame d'argent à minuit. Nous prenons notre temps. J'ai eu un dernier contact avec mon ex. Elle a trouvé un nouveau numéro et m'a envoyé un message, « J'espère que tu es heureux. Tu as détruit ma famille entière parce que tu as refusé d'aider lors d'une urgence. » J'ai pensé ignorer, mais je devais tourner la page. Ce qui a détruit ta famille, ce sont vos choix. J'ai juste arrêté de les financer. J'ai envoyé le message et bloqué le numéro. Mon thérapeute m'a demandé si je me sentais coupable. Non. Pourquoi pas? Parce que je n'ai rien fait de mal. Ils ont eu une urgence, mais ce n'était pas mon urgence. Et ils affrontent maintenant les conséquences de leur propre choix. Ces conséquences ne m'appartiennent pas. Elle a hoché la tête, calme. On dirait que tu as vraiment digéré tout cela. Peut-être, ai-je dit. Ou peut-être que j'ai simplement cessé de me soucier de gens qui ne se sont jamais souciés de moi. Dans tous les cas, je dors très bien. La vérité est qu'il n'y a pas eu de vengeance élaborée, rien de planifié, rien de calculé. Ma vengeance a été simplement d'arrêter. Arrêter de prêter de l'argent. Arrêter de me sacrifier. Arrêter d'être toujours dernier tandis qu'il se mettait toujours premier. Arrêter de financer des choix qui n'ont jamais été les miens. Ils ont appelé ça un abandon. Moi, j'appelle ça du respect de soi. Et honnêtement, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Commentaire Monsieur Reddit. Et voilà, mes chers, la leçon la plus précieuse que j'ai apprise, quand quelqu'un vous dit que vous êtes son deuxième choix, croyez-le. Et faites-en votre dernière priorité. Leur famille était, pour toujours, jusqu'à ce que l'argent s'épuise. Qui aurait cru qu'établir des limites financières serait la meilleure thérapie conjugale? Ils voulaient une banque, pas un gendre. Maintenant, ils peuvent gérer seuls leur faillite morale. Mic drop.